avec la théorie des groupes, on a vu qu'il était possible de faire des changements qui, au final, ne produisent aucun changement, n'impactent pas la situation que l'on désire changer. Et pour éviter cet effet, plus ça change, plus c'est la même chose, eh bien, on va aller examiner la théorie des types logiques qui, elle, permet de créer des changements qui sont réels, effectifs. Que permet la théorie des types logiques? Elle permet de créer un changement effectif en sortant du système. La théorie des types logiques, elle est fondée sur un concept de collection d'objets qui sont rassemblés selon une propriété qu'ils ont en commun. Jusqu'à maintenant, ça nous rappelle la première propriété de la théorie des groupes. Ici, au niveau du jargon, dans la théorie des types logiques, les éléments s'appellent des membres et la totalité de ces membres forment une classe. Ici, les cerises entourées en orange sont un membre de la classe des fruits. Le principe de base dans la théorie des types logiques, c'est que ce qui comprend tous les membres d'une collection ne peut être un membre de la collection. Par exemple, la classe fruits ne peut pas faire partie en tant que membre de la classe des fruits. Elle pourra seulement être la classe fruits et le membre pourra être orange, pomme, poire, etc. Une classe ne peut être membre d'elle-même. Ici, fruits ne fait pas partie des membres. Prenons un autre exemple. L'humanité est la classe de tous les êtres humains, mais elle n'est pas elle-même un être humain. Donc, la classe n'est pas un membre, et si on parle de l'une dans les termes de l'autre, eh bien, il y a des confusions. Par exemple, ça ne nous viendrait jamais à l'esprit de manger la carte au restaurant plutôt que de manger le plat. Revenons à notre exemple avec la classe humanité. Donc, dans cet exemple avec l'humanité, on comprend bien qu'on ne peut pas avoir le résultat de la classe simplement en multipliant les membres. On ne peut pas faire un membre multiplié par 7 milliards parce que dans ce cas-là, on ne prend pas en compte les interactions qui se passent entre membres. Donc c'est plus complexe que ça, on ne peut pas faire classe égale membre fois quelque chose. Ce n'est pas possible. On voit bien qu'il n'est pas possible de considérer la classe comme un membre et qu'il n'est pas possible d'avoir la classe en faisant une multiplication par l'un de ses membres. Cela ne donnera pas la classe parce qu'il ne prend pas en compte toutes les interactions qu'il y a entre les membres, comme avec cet exemple de la classe de l'humanité. Eh bien, ce n'est pas la multiplication d'un membre fois 7 milliards. Et inversement, dans les régimes totalitaires, où on va considérer seulement un membre, eh bien seulement comme un membre, comme en fait une unité mathématique, comme une fourmi dans une fourmilière. On va prendre l'humain comme 7 milliards divisé par 7 milliards, eh bien ça fait un individu, ça fait un membre. C'est pas comme ça que ça marche et on voit bien que quand on a cette vision-là, c'est très regrettable. On peut aussi penser à cet exemple que chaque individu a en lui-même des comportements de survie, mais dans le même temps, l'humanité peut courir à sa perte. Au regard de ces exemples, on comprend bien pourquoi il est important de bien séparer la classe et les membres. Dans le livre, on nous dit que la forme la plus familière de changement, c'est le changement de position ou le mouvement. Donc pour illustrer ça, eh bien, je vais faire un changement. Donc là, j'ai bougé l'objet, c'est-à-dire qu'il a changé de position et il y a eu un mouvement. Donc là, on a eu un changement. Et ce qu'on nous dit un peu plus loin dans le livre, c'est que le mouvement peut être aussi sujet au changement. Je remets l'objet où il était. Et si on veut faire un changement donc, dans le mouvement, on peut avoir une accélération, mais on peut aussi, par exemple, avoir une décélération, un mouvement plus lent. Et là, on l'a aussi changé de position. Donc là, on a un changement, deux changements.
on a un changement de changement, c'est-à-dire un méta-changement. Donc ici, on a à la fois eu un changement dans la position de l'objet, mais aussi un changement donc, dans le mouvement qui est par exemple plus rapide ou plus lent. Et c'est en cela qu'on appelle ça un changement de changement, c'est-à-dire un méta-changement. Prenons maintenant un autre exemple avec celui d'une voiture. On peut changer le régime du moteur de deux façons. La première façon, en accélérant, c'est-à-dire en appuyant le pied un peu plus sur l'accélérateur, ou alors en changeant de vitesse. Accélérer revient à plus de la même chose, tandis que changer de vitesse permet de sortir du système. Accélérer est égal à un changement 1, tandis que passer la vitesse, changer de vitesse, est assimilé à un changement 2. Le passage de niveau à métaniveau se fait de membre à classe. Ici, le changement 1 est assimilé au membre et le changement 2 à la classe. 2, c'est-à-dire un niveau supérieur, un niveau logique supérieur, un métaniveau. Par exemple, méthodologie, qui est l'étude des méthodes, et le niveau supérieur, le méta-niveau de méthode. La théorie des types logiques, elle s'intéresse à la relation qu'il y a entre la classe et les membres, mais elle ne s'intéresse pas à ce qui se passe entre les membres. Ça, c'est la théorie des groupes qui s'intéresse à ce qui se passe entre les membres. Donc la théorie des types logiques, elle s'intéresse à la relation classe-membre et surtout, elle va examiner, regarder la transformation qui s'opère lorsqu'il y a le passage d'un niveau à un niveau supérieur. C'est là qu'il y a en fait changement. On va prendre un autre exemple pour parler de ce passage, de cette transformation, de cette mutation d'un niveau à un autre niveau supérieur où il y a méta-changement avec l'exemple de quelqu'un qui fait un cauchemar. La personne qui fait un cauchemar, elle a deux moyens, on va dire deux grands moyens de se détacher de cette situation qui est désagréable dans son rêve. La première façon, c'est par exemple d'aller se cacher dans son rêve ou bien de hurler, demander de l'aide, de fuir, de se battre, de se cacher. Ça va être le premier moyen de régler cette situation qui est désagréable dans le rêve. Et il y a aussi cette deuxième façon, ce changement, ce passage, cette mutation, cette transformation qui est en fait tout simplement de se réveiller. Et quand on se réveille, on sort vraiment de ce système, on passe d'un état où l'on dort à un état où on est en éveil. Donc, ce qui caractérise le changement 2, c'est ce saut logique, cette forme de discontinuité qui est vraiment propre au changement 2. Dans la théorie des groupes, le changement se produit à l'intérieur du groupe, c'est-à-dire entre ses membres, et il y a invariance du résultat. Tandis que dans la théorie des types logiques, on examine la relation entre un membre et sa classe et on passe d'un membre à une classe, c'est-à-dire de niveau à un métaniveau. On modifie le système en lui-même, ce qui permet aussi de sortir du système. Ce que nous disent les auteurs du livre, c'est que finalement, les 4 propriétés de la théorie des groupes ont une fonction méta sur le groupe et qu'elles s'appliquent du coup lorsqu'on veut faire un changement 2. Finalement, les 4 propriétés des groupes ne sont pas des membres du groupe. Elles se rapportent au groupe et ont donc avec lui une relation méta. Par exemple, si la loi de composition est régie par la multiplication, l'élément neutre, ça sera 1. Et si la loi de composition interne d'un groupe devenait par exemple l'addition, ce qui constituerait un changement 2
ne pouvant provenir que de l'extérieur et jamais de l'intérieur du groupe, eh bien, on obtiendrait un résultat différent. L'élément n composé avec l'élément neutre 1 ne donnerait plus n, mais elle donnerait le nouveau résultat n plus 1, ou différent de n. Au regard de tout ce que nous avons vu, la théorie des groupes et la théorie des types logiques, eh bien, on peut dire que la théorie des groupes et la théorie des types logiques sont complémentaires, elles sont compatibles, et il faut avoir en tête la théorie des groupes pour aussi pouvoir créer un changement de type 2. D'habitude, ce qu'on cherche à changer, c'est quand il y a une déviation par rapport à la norme. Par exemple, quand on est habitué à avoir 20 degrés et que soudainement les températures baissent, eh bien, on va venir faire plus de la même chose, c'est-à-dire chauffer plus ou mettre plus de vêtements pour revenir à une température de 20 degrés. Plus c'est la même chose ou quand c'est la solution qui est le problème. Donc il faut bien voir quand est-ce qu'on emploie un changement 1 plutôt qu'un changement 2. On l'a vu, quand il fait froid, on fait plus de la même chose, on rajoute des vêtements, donc on fait un changement 1. Mais par exemple, un changement 1 va aggraver, va vraiment même créer un problème. Par exemple, lorsqu'on utilise un changement 1 qui n'est pas adapté. En fait, quand un changement 1 n'a tout simplement pas lieu d'être. Voici quelques exemples de situations où plus de la même chose va créer, aggraver le problème en établissant un changement 1. L'ami qui est déprimé, on va penser que l'encourager, le rendre plus optimiste, le rassurer, va lui permettre de se sentir mieux. Eh bien, en fait, non. Mais souvent, ce qu'on a tendance à faire, c'est se dire ah bon bah j'ai pas assez dit de choses optimistes, je l'ai pas assez rassuré, donc je vais en rajouter une couche. Sauf qu'en fait, cette stratégie de faire plus de la même chose, donc plus de paroles réconfortantes, optimistes, etc., ne va faire que plonger davantage la personne déprimée dans sa dépression. Au niveau de l'histoire, par exemple pendant la prohibition aux États-Unis, que finalement, eh bien, plus on réprimandait, plus la vente d'alcool était répréhensible, eh bien, plus l'alcool se vendait. Donc plus faire de la même chose n'est pas forcément bénéfique, il faut bien voir les limites en fait, ce qui se joue. Un autre exemple de changement 1 qui ne fonctionne pas, c'est dans le cas des insomnies. Souvent, les gens qui sont insomniaques font tout un tas de petits changements 1 en espérant que la situation change et ça ne marche pas. En changement 1, j'entends par exemple changer l'heure du coucher, manger ou boire des choses différentes le soir, prendre des tisanes, peut-être faire de la méditation, écouter des musiques douces, baisser la lumière, des choses comme ça, qui au fond ne changent rien à la situation, la personne a toujours des insomnies. En termes de changement 2 pour ce qui est de l'insomnie, il s'agirait en fait, de regarder comment la personne ne pourrait pas s'endormir. Donc chercher à maintenir la personne la plus éveillée possible jusqu'à ce que finalement eh bien, le corps lâche, finisse par s'endormir. Donc la question à se poser, ce serait comment cette personne pourrait rester le plus longtemps éveillée. Et je vous laisse avec cette super citation d'Ashbay et je vous dis à bientôt.